Bon, bienvenue sur cette petite revue de lecture. Vous voyez que le cadre a changé. Je suis en vacances, donc là c'est ma maison de campagne en Ardèche. Du coup là je vais lire un article sur l'éducation, mais je vais le lire avec un journal, parce que c'est là que je l'ai trouvé. Alors ça sera sur... il y en aura deux d'affilée, mais que je vais séparer en deux vidéos pour éviter d'en faire trop. C'est pas le but de la chaîne. C'est sur l'enseignement, une liberté menacée en son nom. Donc là c'est par rapport aux religieux, surtout par rapport aux musulmans. Donc la laïcité, tout ça. Est-ce que les libertés académiques sont toujours présentes? Ou est-ce que, au nom de la religion, certains gangrèneraient cette liberté? Enfin, on va voir ça avec ces articles. Alors l'article c'est de Marianne, un peu pour situer ceux qui connaissent les journaux. Donc un peu de gauche républicaine, on va dire ça comme ça. Allez, let's go. Le caractère laïque de l'université se voit contesté au nom des libertés académiques. Or, leur exercice en est la preuve. Ok. Il y aurait bien des manières d'aborder le sujet de la laïcité à l'université, qui recouvre plus précisément, le plus souvent, le problème de ces conceptions et interprétations divergentes en fonction des protagonistes. Des passions de diverses natures s'immiscent en effet dans ce qui devrait être le lieu géométrique de la rationalité critique et de l'ouverture d'esprit, à savoir l'idée même d'université, en tout cas selon le modèle gréco-germanique que le philosophe Karl Jasper voulait refonder au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À ce titre, les incidents qui peuvent survenir dans le cadre des cours ou plus globalement sur les campus, qu'ils soient médiatisés ou pas, constituent un matériau de choix pour des études de cas de grandeur nature, puisqu'ils peuvent mettre le feu aux poudres et envenimer durablement les relations au sein des petits mondes universitaires. Personnellement, j'étais dans une fac, j'ai pas remarqué, c'était une fac de sciences humaines en plus, j'ai rien entendu ni remarqué quoi que ce soit qui se rapproche d'une perte de liberté par rapport à la religiosité. On va voir ce que dit l'article. Cependant, cette masse noire n'est pas véritablement connue au sens objectif du terme, c'est-à-dire systématiquement recensée en vue d'être analysée. Mais on devine qu'elle existe à travers des conflits plus aigus que d'autres, et faisant l'objet d'une médiatisation qui peut s'avérer redoutable pour l'image et la réputation de l'établissement. Oui, c'est vrai que si on est un établissement universitaire établi comme étant islamo-gauchiste ou alors gangréné par le wokisme, bon, il y a beaucoup de gens à qui ça donnera pas envie, même s'ils savent pas ce que c'est le wokisme par exemple, mais tellement c'est affilié à une connotation négative que les gens n'ont pas envie de s'y frotter. Enfin, en tout cas, une partie des personnes n'auront pas envie de s'y frotter. On peut alors souvent entendre un argument fallacieux dans la bouche de responsables et de représentants divers, qu'ils soient administratifs ou syndicaux, consistant à soutenir que l'université ne sera ainsi que le reflet de la société ambiante et que les problèmes dits de société s'inviteraient naturellement sur les campus. Oui, ça c'est vrai qu'il y a surtout sur les sciences humaines, vu que les sciences humaines parlent de la société, surtout la sociologie, mais ça peut aussi s'affilier à d'autres domaines comme la psychologie, surtout psychologie sociale. Mais c'est vrai qu'on a tendance à parler en sciences humaines des problèmes sociétaux. Par exemple en droit, c'est normal. Le droit est fait aussi, entre guillemets, pour les problèmes sociétaux, pour régler certains problèmes sociétaux. Donc c'est normal qu'on en parle dans l'université de droit, par exemple. Outre que cet argument qui semble frapper outre que cet argument qui semble frapper au coin du bon sens seul, sous son apparence d'évidence robuste et j'ai jamais entendu ce mot. D'apophthegme indéracinable. Alors là, je sais pas ce que ça veut dire le mot. Ne donne aucune prise à la moindre intelligence des phénomènes qu'il prétend éclairer, il s'avère aussi trompeur que lénifiant. En effet, il équivaut à une vulgate appelée sociologisme, qui considérerait par exemple le crime comme une réalité résolument normale, puisqu'elle est vrai qu'il existe des criminels dans toutes les sociétés. Or, en l'occurrence, l'université est tout sauf à l'image de la société et se distingue même d'autres services publics comparables du fait de la spécificité de ses missions qui diffèrent également de celles de l'école publique. Voilà, il me semble qu'il y a un petit sophisme. Là, on parle des sujets sociétaux qui rentrent dans l'université. On parle pas évidemment de tous les phénomènes de la société qui rentrent dans l'université, qui fait elle partie de la société. C'est pas ce que dit à mon avis, c'est pas ce qui est dit quoi. Ce qui est dit, c'est qu'il y a effectivement une intrication
de l'université avec les sujets sociétaux, surtout dans les sciences humaines, et même dans les universités en général, je suppose, parce que c'est des jeunes, et quand les jeunes sont imprégnés de sujets sociétaux. Donc forcément, ils y rentrent, quoi, vu que les jeunes y rentrent. Et qui plus est, quand il parle de sociologisme, en fait, le sociologisme, c'est quand on explique, si vous voulez, c'est quand on explique tout par la société. En gros, si un jeune n'a pas réussi en cours, c'est pas sa faute personnellement, mais c'est uniquement de la faute de la société. Enfin, dans un sociologisme total. Même si sociologisme en général, c'est l'idée justement d'un sociologisme total où l'individu n'est pas responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il est, mais plutôt c'est la société qui l'est. Voilà, c'est ça le sociologisme, c'est beaucoup critiqué, souvent à tort, mais parfois à raison, enfin parce qu'on comprend mal la sociologie la plupart du temps. Les gens qui critiquent de sociologisme, les sociologues, sont eux-mêmes pas sociologues et ils voient ça de loin sans forcément s'être confrontés aux travaux et aux divers courants, parce qu'il y a plein de courants différents dans la sociologie qui sont pas forcément tout explicatifs par rapport justement à la société et qui remettent un petit peu la responsabilité de l'individu, enfin sa part incertaine de responsabilité. En effet, comme le rappelle le guide La laïcité dans l'enseignement supérieur édicté par la CPU, conférence des présidents d'université, dans sa dernière édition 2015, l'article L141-6 du Code de l'éducation dispose que le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Il tend à l'objectivité du savoir, il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leur possibilité de libre développement scientifique, créateur et critique. Donc en gros, la curiosité peut aller dans tous les sens. Ça c'est plutôt pas mal. C'est sur le papier évidemment. L'intensité normative de cet article est d'autant plus frappante qu'elle découle, comme par déduction, de la double mission articulant l'enseignement et la recherche au point de trahir a priori toute source de désaccord. Qui ne souscrirait à ce texte d'une libéralité éclatante dans sa lettre et dans son esprit? Telle est l'exemplarité d'un article souvent cité mais peu connu des universitaires, alors qu'il rend superflue l'invocation appuyée de la laïcité, ici éclipsée par sa forme adjectivale, paradoxalement à la fois plus modeste et plus forte. Sa forme adjectivale. C'est à quel moment qu'il parle de ça? Il doit garantir la laïcité indépendante. Moi, comme ça, je vois pas de quoi il parle. Même si je vois un petit peu le côté abstrait, vu que la curiosité peut aller dans tous les sens, c'est pas la religion qui va lui en empêcher. L'exercice des libertés académiques, dont la liberté d'expression des professeurs et des chercheurs, forme la fine pointe, dépend donc de cette laïcité intégrée, intégrale et anti-intégriste. Oui, liberté académique, c'est la curiosité totale. Elle peut aller dans tous les chemins qui s'offrent à elle. Mais bon, même si t'enlèves tout aspect religieux, tout aspect musulman, tout aspect... tout ce que tu veux, il y aura toujours des idéologies du temps qui t'empêcheront d'aller dans un sens ou dans un autre. Ça n'a rien à voir avec la laïcité, ça. Ça peut être un paramètre en plus, mais seulement un paramètre. Peut être plus gros d'ailleurs, mais pas forcément. Le plus gros peut être aussi un autre que la religion. À ce titre, il est intéressant de noter le rejet explicite de toute emprise, terme éloquent en usage ou au sujet des sectes, auquel s'associe l'affirmation du caractère laïque de l'institution, emprunt qui permet de décliner la notion sous toutes ses facettes, emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Or, de ce point de vue, c'est à une terrible et bruyante régression que nous assistons dans les universités depuis plusieurs années. Redonnant actualité à des formes d'emprise idéologique, s'exerçant sur les publics captifs des étudiants, à but qu'il est d'autant plus difficile de qualifier comme tel et d'endiguer que l'université doit en être en effet le lieu de la libre discussion de toutes les théories. En revanche, celle-ci ne saurait s'exonérer des critères des controverses scientifiques, ce qu'on oublie souvent de rappeler. Enfin, moi, je suis désolé, mais sur le côté, toutes les théories sont mises en discussion. Déjà, c'est simplement pas possible. Il y a trop de théories. On va pas faire 50 théories et les mettre toutes en discussion. L'étudiant, il apprendrait rien. Il aurait juste appris qu'il y a des 50 théories qui ont des points de vue différents. Mais il vaut mieux prendre 2-3 théories, effectivement, les mettre en confrontation. Mais au moins qu'il en apprenne une ou deux, voire 3 de manière assez poussée. Sinon, il n'aura rien appris si on fait 50 théories en fait.
Donc si par exemple dans l'économie, c'est un exemple qu'on peut prendre parce que c'est souvent ce que disent les économistes hétérodoxes, comme quoi on apprend très peu l'économie hétérodoxe justement, enfin ce qu'ils appellent donc les auteurs hétérodoxes, etc. Par exemple Marx est très peu appris, tu as des économistes de la régulation qui sont très peu appris, alors que les courants libéraux sont très appris, et encore pas les courants libéraux classiques, mais les courants un peu plus, on va dire, ultra-libéraux ou néolibéraux, si on peut le dire comme ça. Mais il y a toujours une dispute en fait qui se fait, un rapport de force qui s'installe entre les courants dans l'université, et il y a des courants qui sont complètement effacés. Par exemple, moi dans Lyon 2, le courant, enfin en psychologie, le courant lacanien n'existe quasiment pas. Voilà. Le courant d'Eric Frommien n'existe pas. C'est le courant Freud, voilà, qui est à l'université Lyon 2. Donc c'est faux de dire qu'on peut apprendre toutes les théories. Déjà, il faut faire des choix. Et puis il y a toujours des gens qui ont des rapports de force internes à l'université qui va faire qu'il y aura effectivement des théories qui ne seront pas discutées, peu discutées ou discutées d'une manière qui est totalement biaisée par rapport à la théorie qu'on préfère, quoi, par rapport à la théorie que les professeurs préfèrent. Donc bon, oui, c'est sur le papier, c'est joli, c'est beau. Mais dans la réalité, c'est rarement comme ça que ça se passe, à moins d'avoir un très bon professeur qui a toutes les libertés pour le faire, et qui effectivement va confronter plusieurs théories, mais souvent c'est aussi biaisé. C'est rare d'avoir quelqu'un qui arrive à être pas biaisé, de présenter... En fait, biaisé, ça veut pas dire que... Biaisé, c'est présenter mal la théorie, de la raccourcir trop, de la synthéser d'une manière qui est fausse et qui va dans le sens qu'on veut. C'est ça en fait, biaisé. Ça veut pas dire être contre. On peut être contre, par exemple... Raymond Aron a écrit un bouquin que j'ai lu sur le marxisme, qui est très bien. Enfin, qui est très bien. Moi, je connais pas assez le marxisme pour savoir si c'est vraiment... Il a retiré égal du marxisme, donc forcément, pour certains, ça sera pas du Marx. Mais pour dire qu'il a vraiment étudié beaucoup le marxisme, il s'est confronté au marxisme, et il dit que c'est comme ça qu'il arrive à progresser sur sa ligne. Mais il est contre le marxisme, et Marx à bien des égards. Et c'est cette saine confrontation qu'il faut faire, et pour faire cette saine confrontation, il faut présenter aux étudiants la théorie dans son ensemble, et ce qu'elle dit vraiment, pas la biaiser. Et ça c'est difficile, tu peux pas en présenter 50, ça prend du temps de présenter une théorie de manière honnête. Alors j'en étais où? Alors je vais reprendre. On était sur les controverses. Aussi est-il intéressant de souligner la corrélation entre la dégradation de la vie de l'esprit et la collégialité universitaire et les réformes managériales qui ont zappé les fondements de l'institution. Elles sont toujours partout, les réformes managériales. Il faudra faire un article là-dessus, enfin une série d'articles complets parce que franchement, beaucoup de choses à dire dessus. L'institution depuis quelques décennies représente le cas même d'une emprise aliénante, car de droit, l'université n'appartient qu'aux universitaires, ce qui est la véritable définition de l'autonomie fondatrice, dont nous ne connaissons plus aujourd'hui que les trahisons et les transgressions sous un verbiage politico-administratif. Alors ça c'est la fin du premier article. Je vous mettrai des petites photos certainement à côté, comme ça pour voir l'avancement un petit peu de la lecture. Et abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça, ça fait plaisir. Hein. Et puis pour ceux qui vont passer à l'article suivant qui est sur les universités face à cet intégrisme qu'elles ne sauraient voir. Voilà, ça va être le deuxième article de cette petite soirée. A plus.